Bien maintenant, si nous regardons une lentille standard, ce que fit Fresnel, c'était de tailler la chose comme ça. Il est très bon pour étudier la physique, mais en 1821, beaucoup de marins faisaient naufrage en mer parce que leurs navires heurtaient les rochers et les phares n'étaient pas très bons. Même s'il avait une très mauvaise santé, il venait de réaliser tout cet autre ouvrage. Il fut invité à y jeter un œil comme une sorte de petit boulot, lui et son frère, jusqu'à la fin de sa vie, 6 ans plus tard. Ce qu'il fit, c'est qu'il prit cette lentille et la cassait en 2 sous-parties, et nous pouvons les analyser. Vous pouvez aussi produire un faisceau de lumière parallèle des lentilles de Fresnel, comme vous le feriez dans un phare ou avec le signal d'une station au sol. Vous pouvez rendre le prisme légèrement différent et produire différentes épaisseurs jusqu'à en arriver à un point où vous l'utilisez à l'envers. Mais ceci est connu comme un négatif de lentille de Fresnel. Pas positif comme celle-là. Cela fait que le faisceau diverge. C'est ce qui est utilisé dans l'éclairage public. L'État les apprécie en donnant un faisceau doux et estompé. Et les gens ici sont des concepteurs d'éclairage de scène et ceci est un plan de coupe numéro 223. Combien de personnes ici ont grandi avec ces derniers? S'il y avait un top 20 des luminaires les plus importants de tous les temps, l'angle poise serait probablement l'un d'entre eux. Même si vous n'en avez jamais utilisé un, les numéros 123 et le numéro 23, dont on parlera plus tard, une lanterne des plus importantes. Et si vous étiez dans le sous-sol du métro, vous verrez les cercles de la lumière lorsque vous êtes de près et de loin. Ils paraissent beaucoup plus lumineux. Sur une station courbe comme celle-ci, sans aller sur les rails, vous pouvez voir le faisceau malgré tout. Prenons 2 verres de montre et plaçons-les bord à bord pour former une lentille biconvexe mais contenant de l'air. Rendons étanche cette lentille grâce à de la pâte à modeler que l'on enroule sur les bords. Plaçons cette lentille dans un aquarium rempli d'eau rendue diffusante par de la poudre de lait et à partir de la gauche de l'écran, envoyons sur elle un faisceau laser vert. Translatons le faisceau incident vers le bas. Le faisceau émergent est de plus en plus dévié vers le bas. Si nous translatons le faisceau incident vers le haut, le faisceau émergent est de plus en plus dévié vers le haut, ce qui caractérise bien une lentille divergente. En effet, il s'agit ici d'une lentille d'air plongée dans l'eau. Remplissons maintenant la lentille avec de l'eau en écartant légèrement les 2 verres de montre. Plaçons cette lentille dans l'air, où nous faisons brûler de l'encens pour visualiser les faisceaux grâce à la diffusion des particules, et translatons le faisceau incident vers le haut. Le faisceau émergent est de plus en plus dévié vers le bas. Si nous translatons le faisceau vers le bas, le faisceau émergent est de plus en plus dévié vers le haut, ce qui cette fois caractérise une lentille convergente. Premièrement, il a remarqué qu'il y avait une différence entre les ondes sonores et ondes lumineuses. Si nous devions écouter ces 2 ondes sonores qui auraient des fréquences très similaires, 256 Hz et 260 Hz, environ 4 Hz de différence, vous entendriez le son entre les deux que le schéma représente. Vous verriez en fait 4 Hz de réverbération entre les deux. Ce serait comme écouter 2 chanteurs à la fois, vous obtiendriez un son oscillatoire. Ce que l'on appelle des pulsars. Pourquoi je parle des phénomènes du son alors que nous parlons de lumière? C'est parce qu'il n'y a pas de pulsar équivalent en éclairage. Le fait que la lumière n'a pas cet effet nous dit quelque chose sur la lumière. Parce que la sonorité des ondes qui pulsent agissent en coupe longitudinale comme un ressort où les particules d'air se rapprochent et puis se raréfient de nouveau. Mais la lumière ne se comporte pas comme ça. Fresnel se dit qu'elles ne peuvent pas être longitudinales. Quelques lois de la réflexion étaient déjà connues, ainsi que les lois de la réfraction, mais il ajouta plusieurs règles à celles-ci. Si nous regardons ce morceau de verre et que nous y faisons réfléchir de la lumière, l'éclairage qui a une ligne normale à angle droit, que nous avons marqué ici avec un N, toutes les petites animations qui ont une ligne normale ont un N vert, cela signifie qui vient à angle droit par rapport à la page. Tous les angles sont mesurés par la ligne normale. Ce que nous trouvons est que l'angle d'incidence est égal à l'angle de la réflexion, et vous pourriez penser que c'est évident, mais voici la preuve. C'est déjà une idée utilisée il y a 200 ans auparavant, appelée le principe de moindre action de Fermat. Cela signifie que le temps
temps qu'il faut à la lumière pour aller de A à B serait le temps le plus court, et donc tout ce mélange de Pythagore et de principe du temps le plus court. Pour deux angles qui sont les mêmes, l'autre chose, la deuxième loi de la réflexion dans les écoles, car ils vous enseignent seulement la deuxième loi, et la première loi est celle-ci. Elle est moins évidente, mais c'est le fait que la normale, le rayon incident et le rayon réfléchi soient toujours dans le même plan, et ils seraient toujours alignés ensemble, et comme ça l'est avec la réfraction. Si nous faisons briller une lumière incidente sur un morceau de verre, elle plie, et cela se plie selon la longueur d'onde de la lumière, quoi que ce soit qui concerne la science dépendante de la longueur d'onde est dit dispersif, appelé dispersion. Ici encore, cette loi était connue d'un homme appelé Snell, avant Faraday, et il a travaillé en utilisant le principe de moindre temps de Fermat. Un objet lumineux représenté ici à gauche par un crayon, à travers une lentille convergente, permet de former une image. Lorsque l'objet à gauche change de position, l'image à droite change de position. D'ailleurs, elle est renversée et change aussi de taille. Un projecteur de diapositive possède un objet lumineux, ici, une lentille, et forme une image plus grande que l'objet sur un écran. Chaque point de l'objet lumineux, comme ici la mine du crayon, émet une multitude de rayons lumineux. Ces rayons sont déviés par la lentille convergente et convergent en un point, ici, ce qu'on appelle le point image. Ici, nous avons le point objet qui émet les rayons et les points images où les rayons se croisent. Considérons le centre de la gomme du crayon, c'est un point objet. Et bien, à ce point objet correspond un autre point image que nous voyons ici. La question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est comment à partir de l'emplacement de l'objet, prévoir l'emplacement de l'image. Ici, le point objet A, une lentille convergente avec son foyer objet F et son foyer image F'. Nous traçons un rayon lumineux particulier partant de A et parallèle à l'axe optique. Nous savons que ce rayon va être dévié par la lentille et passer par le foyer image F'. Traçons un autre rayon particulier passant par le foyer objet F, émis par le point objet A. Nous savons qu'à la sortie de la lentille, il sera parallèle à l'axe optique. Ces deux rayons se croisent ici. Nous pouvons tracer un troisième rayon partant de A et passant cette fois par le centre optique de la lentille. Nous savons qu'il ne sera pas dévié. Les trois rayons se croisent ici, en un point que nous pouvons appeler A' et qui est en fait le point image associé au point objet A. Recommençons maintenant la construction géométrique en plaçant A plus proche de la lentille. Nous observons que le point A' se trouve alors plus loin de la lentille et plus éloigné de l'axe optique, donc l'image sera plus grande que précédemment et plus éloignée. Cette méthode de construction est appelée la méthode des trois rayons. Elle permet de prévoir l'emplacement d'une image à partir de l'objet. Ici, nous retrouvons ces trois rayons, celui qui passe par F, celui qui passe par F' et celui qui passe par le centre optique. Comme précédemment, nous observons que lorsque nous approchons l'objet de la lentille, l'image s'éloigne et s'agrandit. Si l'objet recule, l'image sera plus petite que l'original. Nous pouvons reproduire la méthode des trois rayons sur du papier à l'aide d'un crayon et d'une règle. Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. En effet, il est nécessaire d'être très précis, de tracer des traits fins et de vérifier le parallélisme, par exemple ici du rayon, partant du point objet B et étant parallèle à l'axe optique. Ce n'est qu'en étant très précis que nous parvenons à obtenir trois rayons qui se croisent effectivement au même point. Ici, encore une fois, nous déterminons, par cette méthode dite des trois rayons, la position du point image B'. Et nous allons recommencer, maintenant, avec un point B qui est plus proche de la lentille, et nous allons vérifier si, en effet, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le point B' se trouve bien plus loin de la lentille et plus loin de l'axe optique, ce qui veut dire que l'image est plus éloignée que précédemment, et surtout d'une taille plus grande. Cela semble être le cas, la méthode fonctionne. Entraînez-vous bien à procéder à cette construction géométrique appelée la méthode des trois rayons. À peu près au même moment, ou juste avant Fresnel, était un homme appelé Lambert, et il travaillait à la formule. Mais si vous avez quelque chose qui est diffusé comme ça, une feuille de papier, la zone que vous voyez diminue par le cosinus de l'angle. Vous commencez à regarder sous différents angles, mais l'intensité de la lumière qui vous atteint à cet angle frappe avec le même taux de luminosité. Autant qu'avec l'angle de la normale, partout où vous regardez, il y aura toujours la même luminosité, et cela s'appelle une surface lambertienne, une surface diffuse. Et la Lune est très similaire à ça. La Lune est un peu comme une surface lambertienne parfaite. Donc, où que vous regardiez, elle a la même luminosité. C'est que l'angle solide que le cercle crée est le même sous tous les angles, où que vous déplaciez votre œil. Ainsi, l'angle sous-tendu est le même, et la lumière se comporte ainsi selon Lambert. Nous utilisons un faisceau laser moderne qui, braqué ici du fond du couloir, qui fait briller un faisceau de la lumière à travers la pièce sur cet écran. La caméra montre un point rouge. Eh bien, ce n'est pas tout à fait un point. S'il voyageait juste à travers l'air, ce serait un cercle parfait d'environ la hauteur de la goutte que vous pouvez voir sur l'écran. Mais nous passons ce faisceau circulaire à travers une fente verticale. Si la fente était large et que nous commencions à la réduire, ça agit comme une ouverture et en coupe les bords. Mais la chose surprenante que Thomas Young découvrit était que quand cette fente arrive à l'ordre d'un millimètre de diamètre ou moins, au lieu de rendre le faisceau de la lumière plus étroit, il commence à se répandre. Le glissement est d'environ 1/2 millimètre de large et vous pouvez voir qu'il s'est étalé. L'emplacement de la tâche
circulaire sur une bande peut être 5 fois plus large que ça l'est en hauteur. C'est le passage de la lumière à travers une seule fente unique. Ce que je vais faire maintenant, ouvrir une deuxième fente juste 1 millimètre à droite de la première. Cette deuxième fente fera une autre tache de lumière presque identique à celle-ci, mais je vais compenser très légèrement, ce qui produira 2 taches de lumière, l'une au-dessus de l'autre. Quand Thomas Young a fait cette expérience, il s'attendait à ce que la luminosité soit 2 fois plus forte. Ce qu'il a vu en fait, c'était ça. Les 2 taches de lumière ont créé des bandes étroites de clair et sombre, de sorte que les 2 plus importantes caractéristiques de la double fente de Young, c'est qu'une fente une fois en dessous d'environ 1 mm commence à étendre un faisceau sur un champ plus étroit. 2 fentes étroitement placées produisent de la lumière et de l'obscurité. Lorsque les 2 jeux de lumière ensemble s'éclairent, l'un au-dessus de l'autre, ce qui fut un résultat remarquable. Alors là, on voit sous cloche donc un vide partiel, hein. On a retiré l'air, mais il y a toujours le champ magnétique terrestre. Puis il y a 2 aimants posés l'un sur l'autre. Et donc on voit que le plasma, là j'ai mis un ralenti, hein, bien sûr, un ralenti plus un accéléré, un autre ralenti et tout. Donc on voit l'image nettement, c'est des ondes, hein. On voit des ondes sur la partie du plasma du dessus. Et quand on regarde bien, sur le bas aussi. Lumière plus lumière peuvent produire du sombre. C'est ce que Young, à sa suite Fresnel, s'efforcèrent d'expliquer. Je dirais que la séparation de ces étroites bandes dépend des longueurs d'onde de la lumière. Cela dépend aussi du jeu d'ensemble et dans quelle mesure ces 2 fentes sont distantes. Mais pour notre expérience, on montre les 2 principales caractéristiques. Alors là, les ondes sont pas visibles à l'œil nu, mais on voit le magnétisme. Et donc, ce sont des ondes sonores. Hein, donc, c'est un spectre où on voit aussi nettement les ondes de lumière avec le filtre. De ce que Fresnel a fait, regardons l'analyse de cette expérience. Vous avez des lumières qui traversent une fente d'abord, et bien que Fresnel étant malade, il a fait beaucoup de travail sur une seule fente en premier, ce qu'on appelle diffraction. Cela signifie qu'il se propage. Et ce que Young avait fait, c'est qu'il a tout de suite entamé l'expérience avec les 2 fentes directement. C'était l'interférence du motif entre 2 motifs de diffraction, chacun sortant d'une fente. Si nous regardions l'amplitude de la luminosité de ces points rouges, qui sont très brillants au milieu, faisant progressivement apparaître lumière et obscurité, mais qui s'atténuent. Puis si vous avez 2 fentes, vous verrez que vous obtiendrez en leur sein une deuxième série de haut en bas, et c'est l'effet de la deuxième fente. La méthode de Fresnel fut différente, et plutôt que d'avoir 2 fentes, il a fait un prisme connu maintenant comme le biprisme de Fresnel. J'en ai un ici, et si vous le regardez rapidement, ça ressemble à un morceau de verre plat. Mais en fait, au milieu, environ 2 mm du bord, il y a en fait l'effet de 2 prismes très étroits, appelés le biprisme. C'est ce à quoi il ressemble. Dans cette animation, nous allons exagérer ce à quoi il ressemble. C'était trop grand, puis il l'a fait beaucoup plus petit, et comme les rayons de lumière le traversent, quand bien même il n'y aurait qu'une seule source de lumière S, 2 sources lumineuses virtuelles S1 et S2. Si vous regardiez à travers, c'est la combinaison entre vos yeux et le cerveau qui vous fait imaginer que sans les 2, si vous mettiez un écran, il n'y aurait rien là. C'est ce qu'on appelle une source de lumière virtuelle. J'ai ici un morceau de calcite appelé le spat d'Islande, qui est irréfringent, autrement dit, qui a la propriété de double réfraction. Si je le tiens en regardant à travers cela jusqu'au panneau de sortie, je vois un rayon de lumière ordinaire passer tout droit au travers et je vois le signe exit. Mais il le réfracte 2 fois et vous voyez un deuxième rayon ici. Depuis environ 150 ans, personne ne pouvait expliquer pourquoi cela arrive pour la double réfraction, appelée biréfringence. Et il a expliqué
expliqué la biréfringence tandis que personne d'autre ne le put, ce qui a vraiment donné une base solide pour la théorie des vagues de lumière. Alors il pensait qu'une onde était comme ça. Elle se propage à droite. L'énergie est à angle droit par rapport à elle. Ce que nous avons ici est un aimant qui donne un champ magnétique horizontal et nous allons passer un courant électrique qui est vertical, donc perpendiculaire. Ignorer le mercure, c'est juste pour la conductivité de l'ensemble. Et si nous le connectons, vous devriez voir que le conducteur est en rotation. Ce fut la première démonstration de l'effet moteur. Vous verrez que l'onde que nous avions, l'onde transversale, peut effectivement être ajoutée maintenant au magnétisme. Cette onde va maintenant devenir une onde électromagnétique et vous verrez que l'onde magnétique est à angle droit à l'onde électrique. Toujours à angle droit les uns par rapport aux autres. Mais comme il se propage, la paire qu'il constitue peut tourner. Et s'il tourne, cela est dit non polarisé. Mais si vous laissez passer certains angles à travers, on dit qu'il est polarisé. Et c'est une autre chose dont Fresnel mit en œuvre. J'ai remarqué comment la lumière se reflétait sur les bâtiments de façon éparse avec la lumière du ciel, dont nous allons parler dans une minute et expérimenter. Mais la lumière directe frappe toujours les bâtiments. Ce que nous voyons est une lumière descendante, frappant ce pan de mur en verre sur la gauche. Ça va se refléter vers nous en utilisant les équations dont nous avons parlé plus tôt. Et un ami de Fresnel appelé Étienne Louis Malus remarqua cet effet au palais du Luxembourg et quand il a tenu un certain modèle de verre devant lui, il a constaté que le reflet avait disparu. Alors il a découvert que la lumière est polarisée sur la réflexion et la polarisation. Exactement la même chose que ce que Lambert avait trouvé sur la répartition diffuse. Ce nombre pi revient beaucoup dans l'étude de la lumière. À nouveau, avec ce bâtiment, ici la lumière va entrer par la fenêtre et y être réfléchie par la même occasion. Mais tous les bâtiments ne sont pas comme ça. Si nous regardons la cour royale de justice et laissons la lumière entrer, nous constaterons que ça se reflète dans toutes les directions. C'est ce qu'est la réflexion diffuse. Si nous regardons maintenant une route où il a plu auparavant, mais qui commence à sécher, vous obtenez un mélange de réflexion d'effet miroir et diffuse sans discontinu tout le temps. Si nous étudions cela, parfois, si vous regardez à nouveau le monde, vous voyez des choses que vous n'aviez peut-être pas vues avant. Nous avons de la lumière qui sort de cette flaque d'eau-là parce qu'elle se reflète vers nous de ce pilier blanc, mais la fiche jaune derrière, les lumières ne peuvent pas s'y réverbérer, et bien parce que c'est diffus. Ça va refléter dans toutes les directions. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire parce qu'une partie de cette réflexion diffuse sera également supprimée de la flaque d'eau et redevient effet miroir. Donc il y a cette interaction entre ces deux principes qui ont lieu tout le temps. Maintenant, si nous regardons cette flaque d'eau sur la route pendant que les voitures y passent, vous verrez certaines de ces voitures durant le séchage sur la bande mouillée, mais vous ne verrez rien sur la bande sèche, parce que la lumière sera dispersée différemment. Et cela s'illustre lorsqu'éventuellement, vous voyez les phares de circulation ainsi que les feux stop à l'arrière d'un véhicule dépassant la flaque. Vous y verrez une partie clairement et n'y verrez pas une autre. Cela démontre que la nature angulaire de la lumière est très importante et en effet, la plupart des programmes et des logiciels de simulation ont des paramètres appelés Full Fresnel. Ils donnent une description précise du monde de ce qu'il est réellement. Ce que j'ai ici est un simple aquarium vide avec juste de l'air. Nous projetons un faisceau de lumière sur la face avant du réservoir. Vous pouvez voir parfaitement dans le thème de la lumière ici. Ce carré est ici un reflet de la face avant du réservoir. Et puis il y a un miroir à la face arrière qui donne le rectangle plus lumineux de gauche. Je peux obtenir des ombres dans chacun d'eux. Mais le rectangle lumineux provient d'un miroir au fond. Le carré plus pâle provient de la vitre à l'avant. Ce que nous pouvons faire, c'est remplir le réservoir d'un aérosol, mais je vais simplement utiliser une paille de papier. Si je souffle à travers la paille, je peux remplir le réservoir de fumée. Les granules de fumée sont très fins et dispersent la lumière. Si vous êtes assis sur le côté du réservoir, vous commencerez en effet à voir la lumière qui passe à travers le réservoir. Si vous regardez en arrière-plan de l'écran, vous pouvez voir que le petit rectangle est devenu beaucoup plus nuancé. Parce que la majorité de la lumière est maintenant éparpillée sur les côtés, vers le haut et le bas. Mais non seulement il paraît plus dégradé, mais il est nettement plus rouge maintenant. Avons-nous utilisé de la fumée rouge? Ce qui ne serait pas surprenant. Mais pour ceux d'entre vous assis sur le côté du réservoir, vous verrez que la lumière qui sort est bleue. Cela montre très bien que la lumière qui se diffuse sur le côté est bleue et très légèrement dispersée d'une lumière rouge, d'où la raison d'un coucher de
soleil rouge. La raison de la lune virant à la couleur sang, qui est une description biblique d'une éclipse totale, parce que la lumière ne se disperse que très légèrement autour de l'extérieur de la Terre. À travers l'atmosphère, la lumière rouge frappe ensuite la lune et la fait virer au rouge. J'ai ici un œuf commun, oui, et l'une des raisons est que je vais vous montrer quelque chose en rapport avec la réflexion. Ça a l'air prêt, nous allons juste mettre une lumière de ce côté, et quand on prend l'œuf pour la première fois hors de l'eau, il est très chaud, et parce qu'il est mouillé, le reflet est spéculaire. Mais il se dessèche vraiment très vite, car la zone de surface est grande. Et ce que vous observez devient diffus très rapidement. Vous voyez le processus des deux principes de réflexion très rapidement. Nous avons une teinte matifiante et vous pouvez voir l'éclairage de la lumière dessus. Elle sera toujours là en y plaçant un miroir teinté ici. Cela l'atténue et c'est très brillant là-haut, où ça ne l'était pas avant. Sûrement les gens de l'audience sont en mesure de voir la réflexion. Eh bien cela démontre juste la différence entre les deux. Il y a une autre idée que je souhaite aborder. Une torche. Une torche est appelée flashlight en Amérique. Et il y a deux sens à ce mot, flash et éclairage. Un de ces sens est le fait d'éteindre et d'allumer plusieurs fois à la suite, et l'autre sens est de faire un balayage avec sans l'éteindre. Et c'est aussi appelé flashing. Si nous appliquons ceci à l'éclairage public, ici, quand ça éclaire la route, cela éclaire juste une bande devant vous, qui a une forme de T. Et la plupart des gens assis dans une voiture à environ 1,20 m du sol voient seulement une bande de 60 mètres plus loin sur la route. Le principe de l'éclairage est d'éclairer la route par le dessus des voitures, mais la route est supposée être illuminée, et on n'y contre-distingue que la silhouette de tout le reste. Lorsque nous regardions cet élément plus tôt, c'était pendant le jour. Ceci est pendant la nuit, quand l'éclairage public est en utilisation. S'il pleut, les réflexions hors de la chaussée, au devant, paraissent plus sombres. La lumière se reflète différemment. Plus loin, là où la route est sèche, cela a l'air plus diffus. Le pire endroit pour traverser la chaussée, parce que les conducteurs regarderont le passage et ne verront probablement pas la personne du tout. Harry Worth faisait un show dans les années 50 et ça commence avec lui en train de faire le pitre. Et c'est du Fresnel tout craché. Parce que ce que Fresnel disait, c'est que la réflexion que l'on obtient lorsque l'on est à très faible incidence est qu'à quasiment 80 degrés de la ligne normale, donc très haut, tandis que l'on se met au plus près de la face d'un morceau de verre, ça se met à piquer vers le bas, jusqu'à environ 4% pour différents indices de réfraction, selon les différents types de verres. On obtient différentes réflexions. Mais on verra qu'avec tous, que quand on est à l'angle droit de la réflexion, c'est peu, mais tout de même présent. Si on a 4% de lumière du jour, c'est quand même élevé, mais c'est beaucoup moins que ça le serait si on regardait Harry Worth d'un angle plus ample. On le verra quelque peu brillant. Si on bouge alors la caméra en face, la réflexion s'y jette instantanément. Mais en effet, on se verra nous-mêmes prendre la photo. Bien évidemment, sa jambe ne se décollait pas vraiment du sol. C'est une représentation graphique des équations de réflexion de phrénologie de Fresnel. On voit maintenant un bocal avec des billes plastifiées à l'intérieur. Mais ce que Fresnel ne savait pas à l'époque, c'était une chose qu'on appelle hydrogène. De l'acrylate de sodium. Si on tire ceci hors du bocal, ce sont en fait des petites billes faites de ce matériau. Lorsqu'on les remet dedans, elles disparaissent à nouveau. Et c'est parce que l'indice de réfraction des deux matériaux sont les mêmes. Et si on prend ce résultat pour le mettre en équation, on obtient 0. Bien qu'il s'est écoulé 200 ans, Fresnel l'avait prédit. Il est parfois bon en science de prendre un résultat anodin et de juste le tester, afin de voir si ça fonctionne correctement. C'est de l'hydrogène. Et si on applique certains de ces principes à une galerie d'art et que le pan gauche que nous voyons avec diverses peintures sur le mur, on verra la distorsion de la lumière sur les murs. Et décidons vers lequel nous irons. Certaines peintures sont illuminées, mais le mur est diffus. Et si juste un instant on imagine que le mur entier était fait de verre, on obtiendrait une cacophonie d'interréflexion partout. Et ce serait un beau foutoir. Et si nous retirons ce mur de verre, on a un Van Gogh
qui est illuminé et pendant qu'on le regarde à distance, il paraît clairement visible. Et au fur et à mesure que l'on s'en approche, on constate qu'il y a de la lumière dans le chemin et l'on peut à peine voir ce que l'on veut. On ne peut pas bien voir le visage. Lorsqu'on se tient en face, une partie de cette réflexion de l'autre mur disparaît. Quand on se tient plus près, on verra ce qui s'est produit. Une fois à proximité, l'éclairage a heurté les murs comme expliqué auparavant. Si on devait déplacer l'éclairage des peintures, ce qui toutefois frappera le visiteur, c'est le changement selon les différentes zones, d'où la vision est bonne ou non, selon la variation du reflet de la lumière sur la vitre de la peinture. Dès que la lumière se déplace, les angles changent. Concernant cette peinture illuminée à outrance, si nous déplacions l'éclairage en faisant sorte que ça se passe, si on avait un petit enfant avec nous et que nous éclairions la peinture pour un adulte, le petit pourrait toujours être ébloui. Et puis, si on prend l'enfant pour le mettre à hauteur d'épaule, il la verrait vraiment, clairement, pour la première fois. Et désormais, nous passons à notre prochaine expérience pour faire une étude des bulles. Une autre chose ayant à voir avec l'interférence des couleurs obtenues dans les bulles. Par quoi sont causées les bulles? Par une chose appelée interférence à couche mince. Et c'est souvent appelé à tort phénomène optique d'iridescence. C'est le fait que la bulle soit si fine que la lumière y rebondit à l'avant de la surface en se diffractant et se réfractant à travers la couche mince, puis est reflétée à l'autre surface. Et ces deux faisceaux interfèrent l'un l'autre. Ce que nous plaçons ici, c'est une bulle de savon et on va projeter son image sur le mur ici. Nous allons baisser les lumières maintenant. Ceci est une bulle verticale. Tandis que le savon redescend sous l'effet du champ magnétique terrestre, les couleurs s'ordonnent de façon définie parce que l'épaisseur de la bulle au-dessus est un peu plus mince que ça l'est vers le bas. Si la bulle n'éclate pas prématurément, si elle résiste le temps nécessaire, on constatera que ça tournera au noir complet en son sommet. Et lorsque ça devient noir, c'est seulement la moitié de l'épaisseur d'une longueur d'onde de lumière jaune. C'est juste pour vous montrer ô combien une couche mince doit être fine. Quand vous voyez de l'huile sur la route, lorsqu'il a plu, le motif ne dure pas très longtemps, parce que cela devient vite trop épais. Mais vous verrez s'y écouler les couleurs en s'ordonnant de façon définie, dans le même ordre qu'elles seraient si elles passaient à travers un prisme. De notre expérience, la moitié de la partie la plus basse de l'écran est en fait l'épaisseur de la bulle de savon, à peine plus grand qu'environ 1 micron. 1 millième de millimètre, c'est plus grand qu'une longueur d'onde entière de lumière. La moitié du haut a une épaisseur de moins de 1 à 2 longueurs d'onde de lumière. Nous sommes sur la dernière bande de lumière. Le film du savon devient plus mince à partir du haut. Les deux phases sont si proches l'une de l'autre, moins d'une longueur d'onde de lumière, la réflexion du devant et de derrière interfèrent l'une avec l'autre. Cela prend un laps de temps. Vous pouvez commencer à voir une pénombre se former dans la moitié du sommet. Tout ça parce que ça devient inférieur à la longueur d'onde de la lumière. L'interférence est destructrice. Ceci est connu en tant que membrane noire nappée de lipides. Si mince, juste l'épaisseur des molécules de savon. Prenez seulement son épaisseur, un peu de cette lumière se reflète vers le haut, le reste s'y réfracte. Et cela interfère néfastement avec l'autre. Quand c'est la moitié d'une longueur d'onde de lumière, on obtient une annihilation totale du faisceau. L'un des points clés à propos de cette expérience, c'est que nous ne savons pas par quelle fente la lumière est passée. Un des arguments des plus importants de la mécanique quantique, c'est que si on connaît la fente par laquelle elle est allée, l'expérience va faire en sorte de ne plus faire apparaître les franges. Refaisons l'expérience de la double fente de Thomasian. Si nous regardons ce que j'en fais, j'ai placé 2 bouts de polaroïd, un en face de la fente côté main droite. Le polaroïd polarise la lumière à 45 degrés vers la droite et la fente côté main gauche polarise la lumière à 45 degrés vers la gauche. On ne sait pas par quelle fente ça passe. Mais les deux faisceaux échouent à produire un motif de diffraction. Si je place maintenant un morceau de polaroïd pour voir si je peux le polariser verticalement droit, nous ne savons toujours pas par quelle fente elle passe. Et nous voyons les caractéristiques des motifs de diffraction. Si je le prends à 45 degrés, on sait maintenant que la lumière rentre par la fente côté main droite et le motif de diffraction se disperse. Si je le positionne à la verticale, on ne sait pas par quelle fente ça passe, et ça revient. Si je le mets à 45 degrés, sur la gauche. Et j'ai pratiquement anéanti la pauvre caméra qui peut à peine voir le motif de diffraction disparaître. Si vous trouvez des particules de lumière opposées aux ondes de lumière, elles se comportent de la même manière. C'est ce qu'on a découvert seulement il y a peu. Un photographe a pris une lumière se comportant comme des particules et des ondes en même temps. Et bien que ça soit une expérience qui date, c'est absolument d'actualité. Et Lord Rutherford a dit:
Tous ceux qui croient avoir compris la mécanique quantique ne la comprennent pas réellement, parce que c'est assez déconcertant à savoir pourquoi une particule, si vous savez quel chemin elle prend, les deux à la fois ont des motifs qui interfèrent. Alors, il y a des capteurs qu'on utilise beaucoup, ça s'appelle des capteurs magnétiques. Et notre laboratoire, par exemple, développe beaucoup de capteurs magnétiques pour beaucoup d'applications. Alors en fait, les capteurs magnétiques, il y en a partout. Vous en avez par exemple presque 50 dans une voiture. Ça vous donne une idée. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça mesure le champ magnétique à distance. Et donc comme vous pouvez le mesurer, vous avez une information qui est transmise. Alors les capteurs magnétiques, on s'en sert pour bien sûr beaucoup de choses, par exemple contrôler l'ouverture de votre porte de frigidaire, mais ça sert aussi pour mesurer des choses très très petites. Et deux applications des capteurs magnétiques qui sont très très sensibles, c'est une application qui est par exemple l'IRM, et une autre application, c'est ce qu'on appelle la magnétoencéphalographie, c'est juste mesurer les champs magnétiques qui sont émis par votre corps et qui permettent de reconstruire ça. Et ça demande des capteurs extrêmement sensibles, et la supraconductivité nous a apporté ces capteurs-là. Il y a deux types de capteurs magnétiques supraconducteurs. Il y a ceux que l'on appelle les squids, en référence à leur ressemblance avec le calamar, et il y a aussi les capteurs mixtes. Ces capteurs supraconducteurs détectent des champs magnétiques très faibles. Donc ces capteurs-là, pour donner un ordre d'idée, ont des sensibilités qui descendent à 10-15 Tesla. C'est-à-dire il faut imaginer que c'est 1 milliard d'un milliard plus faible que le champ terrestre. Donc ça vous donne une idée, mais c'est l'ordre de grandeur du champ magnétique qui est par exemple émis par vos pensées. Quand vous pensez, vous émettez un champ magnétique à cause des courants électriques qui circulent, et ces capteurs-là permettent de le mesurer. Alors, on voit ici du plasma, bien sûr, alors qui est toujours généré avec un aimant. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de plasma. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là, nous sommes dans le vortex de l'aimant. C'est-à-dire nous sommes dans une zone, qui est au centre. Donc elle n'a pas le même effet que la face du dessus, la face du dessous, si on peut dire le négatif et le positif. Et on va s'attarder surtout sur le tropique, alors l'arête de l'aimant qui est entre l'équateur. Là, on est en train de voir donc sous cloche de vide partiel. Donc, comme je disais, on voit toujours la lumière qui passe à travers. Donc, c'est sûrement pas le vide absolu. Donc, on voit, pour schématiser, la biplate. À l'équateur se concentre le plasma, et on voit bien que l'aimant n'est pas en mouvement. C'est la sphère plasmique autour qui est en mouvement. Donc c'est là où on en vient à dire, eh bien, ce que vous appelez la sphère céleste, c'est bien une sphère. Donc une sphère plasmique en mouvement. Et on voit très bien l'éclair qui se place vraiment à l'arête de l'équateur zéro. Et on verra bien, bon là il y a deux aimants l'un sur l'autre. Donc ce qu'on verra surtout c'est voilà cette sphère plasmique et sur l'équateur. Donc là j'ai mis un ralenti sur ces images. Donc l'aimant en question, il est très réfléchissant. On dirait une surface presque comme de l'aluminium, ça fait presque comme un miroir. Donc on aura l'impression que le jet plasmique touche le milieu, le centre, avec le reflet du jet plasmique. Mais non, pas du tout. Il y aura un gros plan, il faut bien faire attention. Là, le jet plasmique est attiré uniquement par le côté de l'arête du tropique nord, si on le plaçait comme la biplate. Alors regardez bien, là c'est pas le centre, c'est juste un reflet de la lumière du plasma qu'on voit, qu'on a l'impression que le jet va au centre, mais pas du tout, c'est l'arête du tropique nord. Donc on voit bien que aimant plus électricité, certains vont parler de dire ah c'est pas nouveau l'électromagnétisme. Mais oui, mais alors parlons-en. Alors pourquoi c'est toujours l'arête
Pour déterminer le sens de rotation, c'est la règle de la main droite. Utilisant la main droite, pointe le pouce dans le sens du courant conventionnel, du positif au négatif. Avec les doigts pointant vers le champ magnétique, la force de Lorentz, appliquée à la charge électrique en mouvement, sera dans la direction qui fait face à la paume de la main. Jetons un œil sur ce à quoi ressemble le champ d'un aimant. La direction du champ magnétique de l'aimant chemine du pôle nord au pôle sud. La raison pour laquelle l'arc est en rotation comme ça, c'est parce qu'il y a une force de Lorentz qui agit dessus. Une force de Lorentz est la force qu'un champ magnétique applique à une charge électrique en mouvement. Le courant cheminant à travers l'arc interagit avec le champ magnétique de l'aimant. Nous pouvons prévoir précisément la direction de rotation de l'arc tant que nous savons quelle face de l'aimant est le nord. Nous connaissons chaque polarité des électrons. En utilisant la règle de la main droite, on peut déterminer la direction de la rotation de l'arc de plasma. Si on regarde le vortex à partir de la face nord de notre exemple, l'arc tournera en sens contraire d'une montre. Un autre bon moyen de démontrer la force de Lorentz, c'est en faisant un moteur homopolaire. L'arc et le vortex jouent essentiellement le même rôle, tel que le câble dans le moteur. Tout ce dont on a besoin, c'est une pile, un aimant et quelques câbles. On peut aussi déterminer la direction de la rotation avec la règle de la main droite, juste comme on l'a fait avec l'inversement du vortex par rapport au sens de rotation. Alors, pour passer du plus au moins, il faut passer par le point zéro pour annuler la charge et qu'elle se repolarise, c'est-à-dire l'équateur zéro, sur un aimant. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du générateur électrique, il suffit de faire varier un champ magnétique devant une bobine pour obtenir du courant. En déplaçant un aimant devant une bobine, on produit de l'électricité. Top. Hop là. Voilà ici le foyer qui fait 18 cm de diamètre, donc on passe d'une surface de 10 mètres de haut, 12 mètres de large à une tâche focale qui fait 18 cm de diamètre. On concentre ici 10 000 fois les rayons du soleil, ce qui nous permet d'obtenir des températures de l'ordre de 3000 à 3500 degrés. 3000 à 3500 degrés, on a du mal à imaginer, mais c'est 3 fois plus chaud qu'un lapin volcan. Et en quelques secondes, la planche n'existe pratiquement plus. 3000 à 3500 degrés, rien ne résiste. Voilà ici, en petit, le four solaire de Mont-Louis. On retrouve ici l'héliostat, le miroir oriental, c'est la même chose que le grand. L'héliostat va s'incliner en fonction de la hauteur du soleil dans le ciel et s'orienter automatiquement d'est en ouest. L'héliostat permet de renvoyer les rayons du soleil sur le concentrateur, qui lui est fixe. Le concentrateur tourne le dos au soleil. Et là, j'ai orienté mon héliostat pour envoyer les rayons du soleil sur le concentrateur. Ici, on ne voit rien, mais il ne faut pas laisser traîner les doigts parce qu'ici, on a déjà 2500 degrés. Voilà, là, avec la fumée, on voit bien les rayons qui se croisent au foyer. Là, c'est très beau, magnifique. Alors là, bien sûr, j'ai mis un ralenti, plus un accéléré, un autre ralenti. Donc, c'était juste pour faire apparaître, vous voyez le morceau de bois? Le morceau de bois se plie, se courbe, mais c'est avec le mouvement, ça crée une illusion d'optique. Le bois ne se courbe pas vraiment. La personne qui tient le bois, si vous le mettez à vitesse réelle ou en accéléré, vous ne voyez pas ce morceau de bois se plier et onduler comme un bout de caoutchouc. Et surtout qu'on voit à cet endroit-là, eh bien, le renversement de la lumière, hein, vous voyez, hein, d'un miroir à l'autre, c'est complètement, ça se concentre en un point, les rayons courbent totalement, hein. On va le voir par la suite, là, avec une démonstration sur les mirages. Ici, c'est exactement 6 mètres en avant, dans l'axe du concentrateur parabolique. Et voilà, l'acier coule, comme de l'eau. Voilà, ça va bientôt percer. Attention. Stop, c'est percé. Voilà, c'est extrêmement rapide. Quelques secondes pour fondre une plaque d'acier d'1 centimètre d'épaisseur. Et donc l'énergie est gratuite, totalement non polluante, inépuisable. Dans 200 ans, on n'aura plus de pétrole, mais on aura toujours du soleil. Augustin Fresnel est un ingénieur et un physicien. Mais sur son temps libre, il se consacre à un tout autre sujet qui l'occupera toute sa vie, l'optique. Son premier fait d'armes, il le commet en attaquant frontalement les théories de Newton sur la lumière. Et contredire l'homme qui a découvert la loi de la gravitation, ce n'est pas rien. Pour Fresnel, et contrairement à l'avis de Newton, la lumière n'est pas faite de particules. La lumière est une onde. Le débat est complexe, mais il est essentiel. Et la preuve peut être faite très simplement. Si la lumière est une particule, alors l'ombre d'un disque sera un disque, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors que si la lumière est une onde, le disque va perturber son passage et une tache de lumière va apparaître au milieu du disque. C'est contre-intuitif, oui, mais voilà, c'est vrai.
Il y a de la lumière en plein milieu de l'ombre, un minuscule éclat, mais la preuve tout de même que la lumière est plus compliquée qu'on l'imaginait jusque-là. Pour obtenir une puissance maximale, comment être sûr que l'on vise parfaitement le soleil avec la lentille? Il suffit simplement de regarder l'ombre de la lentille. L'orientation est idéale quand l'ombre de la lentille est rectangulaire, et l'inclinaison est idéale quand l'ombre dépasse le plus loin possible. Petit problème, le foyer est tellement lumineux que le capteur est saturé. Pour pouvoir filmer le creuset, on a fabriqué un diaphragme permettant de diviser par 15 la luminosité qui entre dans l'objectif. On active en plus un mode forte luminosité. On s'équipe d'un masque et on commence avec une plaque de plomb provenant d'une batterie. La température de fusion du plomb est de 327 degrés. Le plomb fond rapidement et devient parfaitement liquide. On essaye maintenant avec de l'aluminium dont la température de fusion est de 660 degrés. On met des tiges d'alu dans le creuset et on fait chauffer tout ça. On obtient de l'aluminium liquide avec une fine pellicule solide sur la surface. On remet un peu d'alu. Maintenant qu'il y en a plus, on commence à avoir du mal à tout liquéfier. Comme on a un mélange liquide-solide, la température doit être proche de la température de fusion de l'aluminium. C'est bien ce qu'on mesure avec un thermomètre à thermocouple. On va maintenant essayer de faire fondre du cuivre qui a une température de fusion de 1084 degrés. Notre creuset est trop réfléchissant pour atteindre cette température, on va donc utiliser comme support un morceau de carrelage noir très absorbant. Le résultat est assez impressionnant, avec le carrelage qui chauffe très vite. Le carrelage nous permet de mieux visualiser le foyer de la lentille, qui a un diamètre de 1,5 cm. Pour limiter la luminosité, on utilise toujours un diaphragme, sinon voici ce qu'on verrait. Et si vous regardiez avec vos yeux, ce qui est une très mauvaise idée, vous verriez à peu près ça. Maintenant que le carrelage est bien chaud, on peut essayer d'ajouter du cuivre. Le transfert de chaleur vers le cuivre est optimisé car le carrelage est liquide. Le morceau qu'on chauffe est également court pour éviter qu'il absorbe trop de chaleur par conduction. Ça y est, le cuivre fond, on dépasse les 1080 degrés. On va monter encore plus haut en température et faire fondre un petit fil d'acier dont la température de fusion est d'environ 1500 degrés. On utilise un fin fil d'acier et on le place en plein milieu du foyer. Une fois qu'il est bien mis, on lâche pour ne pas que la pince absorbe sa chaleur. L'acier commence à fondre, on atteint les 1500 degrés. Pour faire fondre de l'acier, on peut aussi directement chauffer une plaque très fine comme une boîte de conserve. En quelques secondes, l'acier devient jaune de chaleur, puis il fond localement et se perce. Pour comprendre le fonctionnement d'une lentille Fresnel, il faut d'abord voir comment fonctionne une lentille en verre classique. Il existe des lentilles convergentes, comme la nôtre, où les rayons parallèles se rapprochent les uns des autres, et des lentilles divergentes, où les rayons s'écartent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une lentille ne court pas progressivement la lumière. Le virage a lieu d'un seul coup au niveau de chaque interface. La lumière change de direction toute seule, suivant les lois de Snell-Descartes. Ce phénomène s'appelle la réfraction. En clair, la lumière est une flémarde qui prend toujours le chemin le plus rapide. Imaginez une ampoule qui éclaire dans toutes les directions et un capteur situé derrière une vitre épaisse. Sachant que la lumière se déplace 30% moins vite dans le verre que dans l'air, quel est le rayon qui atteint le capteur en premier? Eh bien, ce n'est pas celui qui prend la ligne droite, car il perd du temps à traverser le verre, ni celui qui traverse le moins le verre possible. Le rayon le plus rapide prend un chemin intermédiaire, et là, comme par magie, on retrouve les lois de Snell-Descartes. Pour que des rayons parallèles qui passent dans une lentille se rencontrent tous au même endroit, celle-ci doit avoir une forme bien précise et très complexe. Souvent, les lentilles ont tout simplement une forme sphérique, ce qui est plus facile à fabriquer. Cette forme n'est donc pas idéale, surtout sur les bords, et crée de la distorsion. Pour y remédier, on peut utiliser plusieurs lentilles dont certaines ne sont pas complètement sphériques. C'est le cas dans les objectifs d'appareils photo. En réalité, même si l'on savait fabriquer une lentille absolument parfaite et qu'on l'éclairait avec un rayon de lumière blanche parfaitement parallèle, tous les rayons ne convergeraient pas au même endroit. Comment c'est possible? Eh bien, l'angle de réfraction dépend légèrement de la longueur d'onde, et la lumière bleue par exemple est davantage déviée que la lumière rouge. La lumière d'origine est donc légèrement décomposée au niveau du foyer, ce qui donne les couleurs d'un arc-en-ciel. Maintenant, si la lumière blanche provient du soleil, un autre problème se pose. Le soleil n'est pas un point dans le ciel. Les rayons du soleil qui arrivent sur la lentille ne sont donc pas complètement parallèles et ne convergent donc pas exactement au même endroit. Le foyer de notre lentille ne pourrait donc en aucun cas mesurer moins de 5,7 mm de diamètre. Maintenant qu'on sait comment fonctionne une lentille classique, voyons comment fabriquer une lentille Fresnel. Premièrement, on enlève la matière qui ne sert pas à dévier la lumière. Deuxièmement, on rapproche ce qu'il reste et c'est terminé. Pas mal, non? A votre avis, utiliser une lentille dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même? Avec notre lentille, on a remarqué que la puissance reçue au foyer est plus importante quand la face avec rainure est exposée au soleil. Quand les rayons passent d'abord par la face sphérique d'une lentille, ils sont déviés une première fois en entrant, puis une seconde fois en sortant. Le sens change donc quelque chose. La forme de notre lentille Fresnel a été étudiée pour que les rayons passent d'abord par la face avec rainure et subissent ainsi deux petites déviations. Si on la retourne, les rayons ne convergent plus aussi bien. Donc les mirages sont des phénomènes bien connus. Par exemple, si tu vas en vacances l'été, tu es dans ta voiture et tu vois parfois, tu as l'impression qu'il y a de l'eau sur la route goudronnée au loin. En réalité, tu vois un reflet du ciel bleu. Parce que les rayons sont courbés. Parce que les rayons sont courbés. Parce que les rayons sont courbés. À cause du fait que les couches d'air au voisinage immédiat du sol, au voisinage du goudron, sont à une température plus élevée. Et donc, c'est ce qu'on va expliquer. Il y a différents types de mirages. Mais sache qu'un mirage, tu en as déjà vu un. Et d'ailleurs, on peut le photographier. Donc, ces mirages ont lieu quand la lumière ne se propage pas en ligne droite. Quand elle est courbée. La lumière ne se propage pas en ligne droite. Quand elle est courbée. Quand elle est courbée. À cause des différences de température qui engendrent des différences d'indices optiques. Donc là, j'ai dessiné rudimentairement un palmier
Avec de l'eau, c'est une oasis, on est dans le désert. Donc là, c'est un mirage analogue à la route goudronnée, on va voir ça. Donc dans le désert, voilà, il y a quelqu'un qui se balade, j'ai juste représenté un œil. Et donc cet œil, À cause de la courbure des rayons lumineux. à cause de la courbure des rayons lumineux, dans ce sens-là, a l'impression finalement que, à cause de la direction des rayons qui lui parviennent, le cerveau va reconstituer une image dans la direction des rayons incidents. Donc finalement, cette personne s'imagine que cette oasis est proche, que ce palmier est proche, que cette étendue d'eau est proche. Parce qu'il y a comme une réflexion à cause de la courbure des rayons lumineux. Parce qu'il y a comme une réflexion à cause de la courbure des rayons lumineux. Parce qu'il y a comme une réflexion. Exactement de la même manière que tu peux voir le ciel se refléter sur la route goudronnée. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que les couches d'air au voisinage du sol, au voisinage du sable, dans le désert, sont à une température plus élevée à cause du sable chauffé que les couches d'air qui sont au-dessus. Et donc les couches d'air qui sont au voisinage du sol sont moins denses. Dans un même volume, il y a moins de molécules de diazote, de dioxygène. Et donc l'indice optique, lui, son gradient, le gradient est toujours dirigé vers les valeurs élevées du champ scalaire, donc ici c'est l'indice. Donc l'indice optique, lui, il augmente quand on gagne en altitude, puisque la température, elle augmente dans l'autre sens. Donc ça c'est une règle générale, gradient d'indice et gradient de température varient toujours en sens inverse. Donc voilà un premier type de mirage. Donc peut-être plus fréquemment que d'aller dans le désert et de voir des oasis, c'est le coup du reflet du ciel bleu sur la route des vacances. Autre type de mirage, donc là on est sur l'océan, j'ai dessiné un bateau. Et donc là, On va voir qu'il y a une courbure des rayons lumineux. on va voir qu'il y a une courbure des rayons lumineux. Courbure des rayons lumineux. Dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que cette fois-ci la mer rafraîchit l'air qui se trouve en son contact. Donc les couches d'air sont à des températures plus élevées pour les altitudes plus élevées. Donc le gradient de température est comme ça. L'air est donc plus dense au voisinage de l'eau. Et donc le gradient d'indice est dans l'autre sens. Et donc la courbure. Et donc la courbure. En fait le rayon lumineux tourne toujours Sa courbure. sa courbure vers les zones d'indice élevées. Donc l'œil a l'impression qu'il existe un bateau dans le ciel parce que l'œil forme une image dans la direction, dans le prolongement des rayons qui lui parviennent. Et donc on a l'impression comme ça de voir carrément un bateau dans le ciel. Alors il y a des images assez spectaculaires. Donc là on a une image dans le désert ou plutôt d'être une oasis. C'est une chaîne de montagnes qui se reflète. Donc on voit son symétrique dans l'image donc il se reflète et on peut recueillir cette image sur un capteur, sur un appareil photo. Et puis on peut également voir le soleil au-delà de l'horizon. On voit que si le soleil est au-delà de l'horizon, on peut le voir, donc ça c'est un effet. C'est de modéliser cette atmosphère en couches. Donc on va prendre un modèle qui représenterait cette situation, c'est-à-dire un modèle pour lequel l'indice va diminuer avec l'altitude, donc c'est ce type de mirage-là. Et donc on considère un rayon lumineux dans un milieu d'indice M0 sur une certaine épaisseur avec un angle alpha 0. Alors attention, cet angle, c'est pas l'angle de la normale au dioptre, puisque la normale au dioptre N0, N1, c'est cet angle-là, donc c'est pi sur 2 moins alpha 0, l'angle d'incidence. Et donc ce rayon va progressivement donc atteindre des milieux d'indice de plus en plus faibles. On voit que quand l'indice diminue, le rayon s'écarte de la normale, donc l'angle I1 est plus grand que l'angle I0. Donc ça se passe à chaque fois qu'on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Donc progressivement, le rayon s'horizontalise, exactement de la même allure que ici. Les rayons progressivement vont se rapprocher, vont s'éloigner de la normale, donc vont être de plus en plus horizontaux, jusqu'à ce que on atteigne ce qu'on appelle l'angle de réflexion totale. Donc quand on dépasse cet angle-là, on voit que le rayon en fait va revenir donc symétriquement, il se réfléchit totalement. Et ensuite on voit donc que les rayons vont suivre une trajectoire complètement symétrique par rapport à ce point, puisqu'on revérifie les lois de Descartes avec les mêmes angles, mais cette fois-ci en descendant. On pourrait très bien par le principe de retour inverse de la lumière revenir comme ça, donc là ici on aura l'angle alpha 0. Donc ça c'est ce qu'on appelle un milieu stratifié, mais déjà rien que cette petite analyse nous permet déjà de comprendre la courbure Des rayons lumineux. courbure des rayons lumineux suivant que l'indice augmente avec Y ou suivant qu'il diminue. Donc là j'ai pris un indice qui diminuait avec Y et donc on a bien vu On avait une courbure. qu'on avait une courbure dans ce sens-là. Évidemment si on change le sens de variation de l'indice, on aura une courbure dans l'autre sens. Alors là ça va être un petit peu délicat parce qu'il faut utiliser ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Donc si tu as fait un cours sur la corde vibrante, c'est peut-être déjà une notion que tu as rencontrée. Donc localement quand on assimile une courbe à sa tangente, donc entre x et x plus dx, la courbe est assimilable à sa tangente. Donc ici on a dy, ici on a dx. Et ici on a un petit morceau de courbe, donc par passage à la limite, qui devient pratiquement un petit morceau de droite, c'est la pente, c'est la tangente à la courbe. Et donc ici on a ce qu'on appelle ds. Donc ds c'est un petit morceau de courbe. Donc S c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne, c'est ce qui permet de mesurer la distance parcourue. On va voir, c'est un outil mathématique très puissant sur une courbe. Parce que si par exemple tu prends un point origine et que tu veux calculer la distance sur une courbe, tu peux intégrer ds. Donc l'abscisse curviligne c'est l'intégrale de ds entre deux points A et B par exemple, A et B. Tu veux mesurer la distance parcourue sur la courbe, n'importe quelle fonction y de x, tu vois, tu peux intégrer ça entre deux points et calculer sur n'importe quelle courbe la distance parcourue. Ça s'appelle l'abscisse curviligne.